tous, bonjour à toutes. Ici Martin Paquette, votre professeur dans le cadre du cours Francophonie nord-américaine, État des lieux. Eh bien, cette semaine, nous partons vers l'ouest. Nous nous rendons à la porte de l'ouest. Après l'Ontario français, nous nous rendons au Manitoba. Le Manitoba a une longue histoire avec les francophones. Dès la création de cette province en 1869, il y a des francophones, les Canadiens français se sont établis là. Il y a aussi une présence qui est particulièrement importante, celle des Métis. Et cette réalité francophone, elle va se poursuivre à travers le temps. Elle va connaître évidemment des périodes de tension. En 1890, par exemple, avec la loi scolaire, les droits des francophones sont touchés à cet effet. Et ce n'est que plus tard, au 20e siècle, que nous aurons d'ailleurs l'occasion de le voir, que ces droits seront donc restitués pour les francophones. D'abord, 3 éléments sont importants pour comprendre la réalité francophone au Manitoba. Premier élément, c'est la diversité ethnique. Contrairement à ce qu'on croit, la francophonie en Manitoba est une francophonie qui est plurielle. Dès le début, effectivement, il y a des Canadiens français qui se retrouvent le long de la rivière Rouge, qui vont faire la trappe, et qui vont ensuite faire le commerce des fourrures, qui vont avoir entre autres des mariages interethniques avec les Autochtones et qui vont engendrer, deuxième dimension, la communauté métisse, le peuple métis. Mais dès les années 1880 et 90, il y a une autre présence française au Manitoba. C'est celle des colons français et belges qui viennent s'établir, qui viennent, grâce au programme d'immigration qu'ils ont offert, prendre des terres, s'installer comme cultivateurs, s'installer comme agriculteurs et vivre. Donc déjà, ce ne sont pas seulement que des descendants de Canadiens français qu'on retrouve, mais également une réalité qui vient d'Europe. À partir du 20e siècle et à la fin du 20e siècle, particulièrement à partir des années 1980 et 90, une autre vague d'immigration va être présente, celle qui vient d'Afrique francophone. Donc, vous allez retrouver, et ce sont des gens qui sont particulièrement actifs dans la vie associative, vous allez retrouver des gens qui viennent du Sénégal, du Togo, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, qui vont venir s'installer dans les centres francophones qui sont présents en Manitoba, Winnipeg et surtout Saint-Boniface, mais également dans d'autres centres comme Brandon et autres villes. Donc, premier élément, la diversité ethnique particulièrement grande ici. Deuxième élément, c'est la dimension du droit. La communauté francophone, ou plutôt les communautés francophones au Manitoba, sont fortement minoritaires. Leurs droits ne sont pas assurés de cette façon. La majorité peut facilement prendre des décisions qui contraignent les minorités à se plier. C'était entre autres le cas avec la question scolaire, on peut voir. Donc, dès les années 1960, les Franco-Manitobains vont donc se mobiliser et vont se tourner vers les tribunaux. Une de leurs stratégies, c'est celle de George Forrest. C'est de contester tout simplement les règlements, de contester les contraventions. Parce que, à l'origine, lorsqu'on crée le Manitoba en 1869, lorsque ça devient une province canadienne, c'est une province qui est officiellement bilingue. Et en 1890, on suspend le bilinguisme et à partir de 1890, les lois ne sont conçues qu'en anglais au Manitoba. Donc, George Forrest reçoit une contravention de la part des forces policières. Il conteste cette contravention au nom justement de la loi originelle du Manitoba. Et en 1979, la Cour d'appel du Manitoba reconnaît à George Forrest le fait que les lois du Manitoba sont désormais invalides parce qu'elles n'ont pas été traduites en français. Donc, c'est avant même, justement, la Charte des droits et libertés de 1982. On a souvent tendance à penser que la voie juridique, c'est 1982, c'est la Charte des droits et libertés. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Au Manitoba, la poursuite est antérieure à cette période-là. Donc, le gouvernement manitobain n'aura pas le choix de faire traduire ces lois. Et un corpus de lois qui parle de 1890 jusqu'en 1978-79, c'est assez important donc.
un élément qui va jouer, entre autres, pour le développement des institutions que nous allons parler tout à l'heure. Poursuivant la question des droits, les droits, c'est aussi celle du peuple métis. La Charte des droits et libertés reconnaît au peuple métis qu'il s'agit d'un peuple comme les Autochtones, comme les Amérindiens, comme les Inuits, qui a un statut à cet effet dans la Charte des droits et libertés. Cependant, ce statut-là se traduit comment? Puisque les Métis, c'est une communauté qui s'est développée justement par métissage. Elle s'est transformée à travers le temps. Donc, le jugement va venir de l'Ontario en 1998 dans l'arrêt Pauley. L'arrêt Pauley rendu par la Cour d'appel de l'Ontario indique que l'identité métisse, qui est métisse, c'est le fait de se définir par soi-même métisse et d'être reconnu par la communauté métisse. Ça a particulièrement d'importance, entre autres, pour assurer le développement d'une communauté. Les métis ne parlent pas tout à fait français. Certains parlent le français, mais plusieurs parlent l'anglais. Plusieurs parlent une langue qui est un créole, qui est un dialecte qui s'est créé, qu'on appelle le Michif, qui est à la fois tiré du français, de l'anglais, du gaélique, mais aussi des langues cri et obiwi qui est présente. Et à partir du rapport, à partir de l'arrêt Pauley de 1998, les métis sont donc capables de se développer, entre autres avec des institutions qui reconnaissent l'usage de leur langue. Troisième dimension, vous le devinez, c'est la dimension des institutions. Les institutions sont fondamentales pour permettre à une communauté de perdurer dans le temps, de se prolonger dans le temps, de se définir dans le temps. Eh bien, plusieurs institutions sont présentes, évidemment, au Manitoba français. Évidemment, une des plus importantes, c'est tout le système d'éducation, et entre autres, avec l'Université de Saint-Boniface, qui est une des plus vieilles universités, un collège qui est apparu dès 1818, entre autres, à Saint-Boniface, et qui va se transformer en université au courant des années 2010. Le collège de Saint-Boniface, maintenant Université de Saint-Boniface, est un lieu important, entre autres, pour accueillir les immigrants qui viennent de l'extérieur, qui vont contribuer à nourrir cette communauté franco-manitobaine. Il est là aussi important parce qu'il y a un programme de traduction, et entre autres de traduction juridique, qui est particulièrement développé au Collège de Saint-Boniface, à l'Université de Saint-Boniface, puisque c'est les besoins, justement, de la communauté, de se faire, entre autres de la province, de se faire traduire ces lois dans les deux langues, en français comme en anglais. Et également, l'Université de Saint-Boniface forme beaucoup de professeurs, d'enseignants, qui sont habitués à travailler dans des milieux interethniques, multiethniques, et c'est un apport particulièrement important. D'autres institutions sont présentes. Je pense entre autres à celle de la presse, un journal comme le journal La Liberté qui est présent. Vous avez aussi des fêtes, des institutions qui sont particulièrement importantes qui permettent de se regrouper en tant que telles. Donc, le Festival du Voyageur, par exemple, au mois de février, c'est un festival qui est particulièrement important, qui permet d'affirmer cette identité, cette appartenance franco-manitobaine. Eh bien, le Manitoba français est à l'histoire de plusieurs communautés francophones des prairies canadiennes et de l'Ouest canadien. C'est une communauté qui est diverse, qui est marquée entre autres par sa diversité ethnique, qui est fortement minoritaire à l'intérieur de cette province en tant que telle, mais aussi qui est capable justement d'avoir des ressources du droit, des ressources des institutions pour assurer son maintien à travers le temps.